Merci beaucoup, messieurs. Il me reste... je vais vous poser la dernière question, parce qu'apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Ma question, elle va tourner autour de la formation qui a été évoquée tout à l'heure. Souvent, on constate dans les bassins de vie où il y a l'industrie de défense qui est présente, une inadéquation entre le besoin de qualification et le personnel qualifié. On peut penser à certaines dans la métallurgie, par exemple. On le retrouve dans le bassin de l'Orient que je connais bien. On a ce manque, par exemple. Pour des raisons historiques, parfois les gens qui avaient la compétence de formation n'ont pas fait ce qu'il fallait au bon moment ou ne vont pas assez vite dans le changement. Je me suis intéressé au sujet depuis plusieurs années et on me dit oui, mais on commence à mettre en place des formations un peu plus en régie. Est-ce que pour chacun d'entre vous, dans vos différents bassins de vie industrielle, vous le constatez aussi ou pas ? Parce que ça me semble intéressant, parce qu'on voit bien, parfois, là où on a une industrie de défense qui est forte, elle pompe certaines catégories d'ouvriers qualifiés, et parfois, ça crée même des manques dans nos PME qui sont plus petites autour, parce qu'elles aspirent toutes les compétences. Et donc, je pense, anciennement, on avait les ARPET, on avait des formations en régie. Est-ce qu'on retrouve ça? Est-ce que ça se met en place? Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette question très intéressante. C'est vrai que le sujet a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre nous, je ne me souviens plus. Je dis l'un d'entre nous, j'en profite pour rebondir. Effectivement, il n'y a aucune femme parmi nous aujourd'hui. Et on a parlé tout à l'heure d'égalité pro. Mais on en a dans nos équipes. On en a beaucoup dans nos équipes. Et j'ai succédé à une secrétaire générale de la fédération. Donc, bon, ça aurait pu être une femme à ma place. Il se trouve que je suis un homme. Bon, c'est comme ça. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Enfin, moi, j'en suis assez content. Pour répondre donc à la question de Monsieur le Président sur la formation, je me souviens quand vous étiez rapporteur de la LPM, vous avez parlé d'audace et sur l'ensemble des sujets, mais en particulier sur celui-là. Et j'en avais parlé également en ces mêmes termes au secrétaire général pour l'administration, M. Christophe Morier, qui a été auditionné hier, et qui n'avait pas été sourd aux propos qu'on avait avancés sur la formation initiale au sein de nos structures, ce que vous appelez en régie. Il se trouve il semblerait que l'audace ne soit pas allée jusqu'au bout parce que ça n'apparaît pas dans le PLF 2025. Il n'est pas question de recréer l'apprentissage. La LPM l'évoque, mais uniquement pour le personnel militaire, si je ne m'abuse. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passe au niveau des établissements du ministère. Il y a eu la création d'un certain nombre d'académies, des ressources humaines, du numérique, etc. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Ça répond à un besoin presque structurel de mise à niveau par rapport aux métiers en tension. Il serait, je pense, nécessaire effectivement d'avoir une réflexion très poussée sur le sujet pour répondre aux problèmes d'inadéquation que vous évoquez. Moi, il se trouve que j'ai travaillé aux ARPET à Brest. J'étais directeur adjoint de la structure et on travaillait déjà avec la métallurgie pour dispenser des formations qui convenaient à la fois à l'établissement qui était DCN à l'époque, du ministère des Armées, c'était un établissement de la DGA, et aux structures et aux PME locales, aux entreprises locales de la BITD Défense. Et c'est dans cette perspective-là de maintien en compétence de la BITD Défense qu'on doit réfléchir à ce sujet avec, pourquoi pas, si on n'imagine pas des structures de formation uniquement pour les services industriels du ministère, pourquoi pas mutualiser des formations pour la BITD avec des compétences qui viendraient de part et d'autre. C'est une excellente idée. Je profite pour rebondir aussi sur nos écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs sous tutelle du ministère des Armées. Il y en a quand même quelques-unes, et je ne parle pas des écoles des armes, je parle des écoles sous tutelle de la DGA, que sont les ENSTA, l'ISAE, etc., qui pourraient, elles aussi, former en formation initiale nos ingénieurs civils de la défense à des métiers dont le ministère a besoin. Et c'est quelque chose qu'on met en avant très régulièrement au niveau de la DRHMD, qui semble aussi être perçu comme une bonne idée, mais qui n'avance pas. C'est peut-être lié au fait que ce soit la DGA qui est la tutelle de ces écoles. Mais je n'en irai pas plus loin. Je ne veux pas me fâcher avec monsieur Kiva. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour cette question qui est centrale, qui est la formation. Nous l'avons évoqué dans notre déclaration. Il y a beaucoup d'intentions de faire.
voilà, je vais un peu reprendre ce que vient de dire Albert pour la CDT, c'est que il y a beaucoup, quand on discute avec le DRHMD, le SGA, les différents, déjà les grands subordonnés, tout le monde est d'accord sur le constat, mais on ne voit pas aujourd'hui l'effet concret de ce que pourrait être mis en place. Donc, je pense de notre point de vue, il va falloir vraiment mettre les actes sur ce sujet. On ne voit pas à travers ce PLF aujourd'hui quelque chose de concret concernant la formation, concernant, et je suis complètement en face sur ce qui vient d'être dit par la CDT sur cette possibilité des élèves dans les écoles d'ingénieurs, l'Insta-Bretagne, etc., de pouvoir, la possibilité d'intégrer les postes de personnel civil au sein de ce ministère. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit aujourd'hui le chiffre qui est relativement décevant de ce ministère. On n'en parle peut-être pas assez. Ce sont nos apprentis qui, aujourd'hui, ne viennent pas dans les recrutements de notre ministère. Alors certes, à ce chiffre-là, il faut tout dire. Il y a aussi nos apprentis qui continuent leur cursus scolaire et qui ne s'arrêtent pas après un bac pro ou un BTS ou un UT, etc. Donc ceux-là, évidemment, ils continuent leur parcours professionnel, leur parcours de formation, académique, et il n'y a pas à dire. Mais pour ceux qui arrêtent, on voit que ils ne font pas, ils ne viennent pas chez nous. Donc ça, c'est intéressant à savoir pourquoi. Et ça, c'est des questions aussi centrales. Là, on revient aussi sur l'attractivité, la fidélisation. C'est toujours un peu le sujet. Mais encore, et je vais conclure là-dessus, une LPM de réparation, je répète les mots qui ont été dits à l'époque de cette LPM, c'est de réparation, il y a des années et des années à réparer. Donc aujourd'hui, et on le sait tous, que quand on casse un système qui fonctionne, on met des années et des années à pouvoir retourner le niveau qu'on avait perdu. Donc c'est la même difficulté pour nos ouvriers d'État, pour nos techniciens techniques, pour nos administratifs et pour l'ensemble de nos ingénieurs. Voilà, donc on continuera et puis si les députés, l'Assemblée nationale et la représentation nationale peut nous aider en ce sens, ça nous va bien parce que ça va dans le sens commun. Je réfléchis. Ça m'arrive de temps en temps. C'est ce qui nous différencie. Non, Monsieur le Président, vous évoquez là, une situation qui remonte qui est d'actualité, mais qui convient de resituer dans le contexte également, puisque la décision, vous avez connu cette époque où il y avait des centres de formation technique qui étaient propriété, si je peux dire, intellectuelle du ministère des Armées, et bâtimentaire aussi, bien sûr, qui formaient cette population des ouvriers d'État qui étaient appelés à venir travailler ensuite sur les différents matériels. Le choix politique a été fait à l'époque de se séparer de ces centres de formation technique. C'était une décision politique. Nous en avions déjà à l'époque dénoncé les conséquences prévisibles qu'on mesure aujourd'hui avec 20 ou 25 ans de recul, puisque le ministère est dans l'incapacité aujourd'hui ou dans la très grande difficulté d'accueillir les bonnes compétences au bon poste, au bon endroit, dans la bonne région. Donc ça reste malgré tout une difficulté, notamment dans les métiers les plus stratégiques, que sont ceux du maintien en condition opérationnelle, qu'ils soient terrestres ou aéronautique. Aujourd'hui, pour trouver un mécanicien spécialisé dans l'optronique pour assurer le MCO du matériel de l'armée de terre qui est le César, ou pour assurer le MCO dans le domaine aéronautique sur un matériel comme le Rafale ou le Tigre, c'est très difficile à trouver. Par ailleurs, ces centres de formation dont le choix politique a été de les fermer, apporter aussi une acculturation à la vie du ministère des Armées. Et ça, c'était aussi important. Donc aujourd'hui, on recrute à l'extérieur, mais il faut, en plus du recrutement, les acculturer au milieu. Et ça, c'est une difficulté. Malgré tout, le ministère dispose de plusieurs leviers. Aujourd'hui, j'ai connaissance qu'il n'y a qu'un seul employeur qui a remis en place, alors ils ont appelé ça une école de formation, mais ce n'est pas vraiment une école, on va plutôt appeler ça un centre de formation. C'est le service industriel de l'aéronautique qui a subi de plein fouet la fermeture des écoles de formation technique et qui a besoin de remettre en place une structure pour accueillir les nouveaux arrivants sur des métiers manuels
dont les compétences ne sont pas apprises ou acquises dans un lycée professionnel. Donc je sais que le SIAE a remis en place ce qu'ils ont appelé des écoles de formation. Alors ça dure quelques mois, mais ça les acculture quand même aux pratiques de base des métiers de l'aéronautique. Nous avons également un dispositif qui s'appelle Aérocampus sur la place de Bordeaux, qui permet aussi d'assurer de la formation pour ces agents-là. On a été évoqué également la réalité des écoles d'ingénieurs, que ce soit l'ISAE à Toulouse ou l'ENSTA. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, notre difficulté, alors nous avons aussi un centre de formation de la défense qui est à Bourges, qui s'appelle le CFD, donc qui assure pour beaucoup des formations qui sont très importantes au métier pour l'ensemble de nos ressortissants civils et militaires. Nous avons à l'école militaire le centre de formation au management de la défense qui assure aussi des formations importantes. Ce sont donc de beaux outils au service de la formation, il ne faut pas non plus les négliger. Et pour terminer sur la formation, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de ne pas prendre de retard dans la formation. C'est-à-dire que quand on regarde le projet de loi de finances 2025 tel qu'il nous a été présenté la semaine dernière par les autorités du ministère, on voit que 4424 personnels civils sont appelés à être recrutés sur l'année 2024. Et pour éviter justement des travers ou un défaut d'acculturation, ce qu'on souhaiterait voir mis en place, c'est une formation de prise de poste ou d'adaptation à l'emploi au plus tôt de la prise de fonction de ces agents-là, justement pour ne pas les laisser dans la nature ou, si vous permettez l'expression, prendre de mauvaises habitudes dont on a du mal après à se débarrasser. Donc la formation au plus près de la prise de poste, c'est quelque chose qui est crucial aussi pour la continuité des missions du ministère. La formation, c'est un sujet très important. Comme ça a été déjà dit, nous avions au ministère toute une filière de formation qui allait des écoles de formation technique des ouvriers en passant par les écoles techniques normales pour les techniciens et des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il ne nous reste que les écoles d'ingénieurs qui forment à 80% des personnes, des ingénieurs qui partiront dans le privé, et les 20% restants environ, le chiffre n'est pas exact, des ingénieurs notamment militaires du corps des IA et des IETA. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, mais il nous manque quelque chose parce que l'éducation nationale ne nous donne pas totalement satisfaction en matière de formation par rapport à nos besoins. Oui, mais on n'a plus les locaux, on n'a plus les enseignants, on n'a plus la structure. Donc, ça va être très compliqué pour remettre en place. Après, nous avons la formation continue. Et moi, ce que je constate dans les réunions de groupes de travail sur les plans de formation, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la formation, c'est la formation d'adaptation immédiatement à l'emploi. Parce que les crédits de formation ne permettent plus de faire, sauf par le biais du compte personnel de formation parfois, de permettre aux gens de se projeter dans l'avenir. C'est les crédits, c'est essentiellement du... Et quand on regarde, il doit y avoir une centaine d'équivalents temps plein pour la structure formation des personnels civils en interne. Ensuite, beaucoup de, le CFD à Bourges est essentiellement un opérateur, c'est-à-dire qu'il passe des marchés de formation, pour l'essentiel. On a beaucoup de mal à faire les formations en interne, même si le SIAE fait un gros effort parce que c'est une nécessité. Voilà. Merci messieurs, merci mes chers collègues pour votre présence, merci pour tous vos propos qui nous rappellent à quel point le personnel civil fait entièrement partie de cette communauté de défense et nous sommes la représentation nationale et reconnaît votre engagement au service de notre défense et on vous remercie. Bonne journée à tous.